Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la dernière chronique de 2025 et je viens vous parler du tome 1 de La Tisseuse de Mélodie de Sarah Abbasi, édité donc chez Hachette. Donc dans ce livre on va suivre Shona qui est une tisseuse de mélodie comme indique le livre. Les tisseuses de mélodie sont des jeunes femmes qui vont être amenées à l'Atrium, au sein de la capitale du royaume de Solvara, parce qu'elles ont reçu un don du dieu Sol, qui leur permet d'avoir des visions sur l'avenir de chacun des Solvariens, donc les habitants de Solvara. Donc c'est des dons qu'elles ont jusqu'à leurs 25 ans. Après elles ont le choix, c'est soit deviennent des doyennes pour former justement les tisseuses de mélodie à la pratique de la musique, etc. Parce qu'à 25 ans, leur pouvoir décline, voire même disparaît. Les tisseuses ont une tenue qui fait que quand elles se présentent au public, on ne voit pas leur visage, parce que le regard des tisseuses ne doit pas croiser ceux des mortels, des autres gens de la population. Jusqu'au jour arrivent donc les fameuses fêtes septentrionales, où notamment le roi participe à une pratique où toutes les tisseuses sont présentes pour notamment pouvoir montrer leur don divinatoire. Mais juste avant ce jour-là, Shona fait face à un jeune musicien du nom d'Alistair. Elle croise son regard et elle voit son avenir à elle, où elle se voit tuer le roi de Solvara, et Alistair se retrouve donc à côté d'elle dans cette vision. Sauf que deux choses. En effet, les tisseuses ne doivent pas croiser le regard des mortels comme ça l'a été. Et deuxièmement, vu que, de ce fait, déjà de base, les tisseuses ne sont pas censées voir leur propre avenir. Donc Shona décide de garder ça pour elle. Quand une tisseuse a le don, voit une vision, elle est obligée de leur transcrire sur une forme de partition qui sera après rangée dans le mélodium avec le nom de la personne. Shona ne fait pas ça parce que, évidemment, elle sait que cette vision de son propre destin avec Alistair à côté pourrait amener à de l'autre conséquences. Arrive la fameuse scène où le roi participe à une scène avec toutes les tisseuses où elles se retrouvent à avoir beaucoup de visions d'un coup. L'une des tisseuses va avoir comme vision celle du roi, où il voit que Shona tue le roi. Il n'y a que Shona dans cette vision-là. Donc là, on se trouve à un problème, c'est que dans des cas comme ça, vu que c'est qu'une vision, Shona elle va comme se retrouver à être exécutée. Parce que toute vision en lien avec le roi ou la mort du roi est punie de passible de mort. Shona va donc devoir s'évader de l'Atrium, retrouver Alistair, parce que celui-ci est donc bien lié à son destin, et essayer d'échapper à ce destin tout en étant poursuivi. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le résumé, certes, il est long pour bien vous l'expliquer, mais il représente pas grand chose par rapport au livre. Il fait un peu plus de 400 pages. Il est d'ailleurs très beau, c'est une très belle édition que j'ai, je tiens juste à le souligner. J'ai enlevé la jaquette pour avoir plus de praticité pour lire, parce qu'en effet, c'est compliqué d'avoir la jaquette, parce que des fois, le livre glisse. Et ce qui est bien là, c'est qu'on a évidemment une carte du royaume. Mais ça, c'est un petit bémol, c'est que tout ce qui est en doré, ça s'efface. Moi, bon, c'est vrai que c'est un peu dérangeant pour la qualité de la couverture, mais vu que j'ai la jaquette dans une bibliothèque, ça pose pas tant de problèmes. Mais c'est un prix impayé qu'on met veut faire de beaux livres. Moi, ça m'a pas dérangé. En plus de ça, il a une magnifique jaspage, je tiens juste à le dire, bien en lien avec l'histoire. Ce livre-ci, tout comme le tome 2, je les avais achetés au Salon du Livre de Mans en 2025, édition 2025. Et j'ai bien fait parce que, vu comment ça se termine le tome 1, j'ai pour le coup vraiment hâte de lire le tome 2. Alors dans cet univers, chacun des royaumes est lié à une note et le dieu porte le nom de la note comme nom. Par exemple, Solvara, les trois premières lettres donnent Sol, et donc le dieu s'appelle Sol. Vous avez Largarde, qui là c'est avec le dieu La. J'ai oublié les autres royaumes, je vous les donner parce que comme ça je trouve ça vraiment intéressant, parce qu'en effet ça montre que la musique est en effet partout dans ce monde,
Donc vous avez le royaume de Donok, donc Do, Relka, Ré, Sirel, Si, Migor, Mi, donc Solvara, Sol, et Largard, La, et vous avez Faran, qui est donc là le royaume de Fa. Et les habitants de ces royaumes ont donc un don différent, qui est donc en effet réservé à une minorité. Solvara, tout ce qui est lié au destin, Largard, c'est donc tout ce qui est lié au chaos, Faran, tout ce qui est lié au bride, pardon, Do, donc l'écho, Ré, la psyché, Sirel, l'éther, et Migor, donc les songes. Donc chaque royaume a bien une sorte de spécificité, toujours en lien en effet avec la musique ou autre, mais je vais vous expliquer. Ce qui met, c'est également des hiérarchies qui sont très présentes et très structurées. Par exemple, vous avez les musiciens qui sont que des hommes, et au fur et à mesure de certains accomplissements, ils peuvent atteindre le rang de maestro. Chez les tisseuses, qui sont que des femmes, qui sont une cinquantaine, qui sont récupérées, enfin arrachées à leur famille entre l'âge de 5 et 7 ans quand leur pouvoir se manifeste, jusqu'à leurs 25 ans, et après après les 25 ans, elles peuvent devenir des doyennes ou retourner à une sorte de vie civile. La majorité deviennent des doyennes, donc il y a quand même une forme de hiérarchie qui est quand même assez présente, même au sein de la population. Tout ce qui est les partitions, notamment les morceaux qui sont joués, peuvent devenir en effet comme des armes ou autres, des outils de la vie quotidienne. Parce que par exemple, quand vous jouez à un morceau, par exemple, vous pouvez faire pousser des plantes, vous pouvez maîtriser l'eau, le feu, en fonction de la partition qui est jouée. Faut savoir la chose, c'est que l'intensité du sort peut être modifiée, enfin, n'est pas la même en fonction d'une personne à une autre. C'est ça que je trouvais super. Un musicien, l'intensité va être plus forte qu'une tisseuse, donc c'est pas le rôle de manier la musique pour se battre. C'est d'ailleurs un point qui va beaucoup diverger entre Alistair et Shona. Une tisseuse, elle joue de la musique pour lire les partitions et voir l'avenir, en effet, et pour tout ce qui est donc les prières, etc., du dieu Sol. C'est ça que j'ai ce comparatif-là avec les tisseuses que j'ai eu en lisant le roman. Je sais pas si le nom de Sarah Abbasi c'était voulu ou pas, mais quand on se trouve plongé dans l'univers des tisseuses et des doyennes, etc., j'ai l'impression de me retrouver un peu dans une abbaye. C'est-à-dire qu'évidemment, les tisseuses, c'est les religieuses de Baran, et les doyennes, c'est par exemple les abbesses ou des choses comme ça. Et l'univers même de la Triomphe me fait vraiment penser à une abbaye. Je sais pas si l'auteur l'a calqué sur ce modèle-là ou pas. J'ai vraiment ce ressenti-là. Donc voilà, et vu que généralement, elles sont minoritaires, enfin, par rapport au nombre d'habitants dans la population, donc une cinquantaine de tisseuses en même temps sont présentes, donc inclus entre 5 et 7 ans et 25 ans. Ouais, ça donne vraiment cette impression-là. Après, je sais pas, peut-être que je me base sur une impression qui est la mienne, ce qui n'est pas tout à fait logique en ce sens-là. Comme je disais, là où les tisseuses utilisaient la musique, c'est plus pour des prières, et les musiciens peuvent en effet composer des morceaux et ainsi également atteindre le rang de maestro, ceux qui ont composé par exemple des morceaux pour la guerre. Solvara était à un moment en guerre avec Largard, donc le royaume de La, qui est juste voisin. Tes souhaits Donc oui, comme je disais, le Solvara était à un moment en guerre avec le royaume de Largard. Il y a même eu un endroit qui s'appelle les Terres Silencieuses qui ont été créées durant cette guerre, mais au bout d'un moment stop, quoi, c'est comme ça que ça a mis fin. Mais en effet, il y a eu des sorts qui ont été utilisés, qui s'utilisaient par exemple pour couper la respiration, l'entrée d'air dans le corps, par exemple, c'est un sort qui va être utilisé. Et l'intensité, je vois la même chose. Par exemple, une prêtresse où elle se pour la prière et pas pour le combat, ça va pas avoir la même intensité qu'un musicien comme Alistair, par exemple. Ou voire même, et d'ailleurs, un maestro, les puissances de sa musique va être plus puissantes qu'un musicien, pardon. Parce que les maestros peuvent être des maîtres pour certains musiciens. Et aussi, ça va avoir un lien avec l'instrument, parce que les instruments vont avoir leur volonté. C'est-à-dire, si t'arrives pas à communiquer correctement avec l'instrument que tu joues, si c'est pas le tien, les instruments sont conçus pour tout le monde, mais vous allez avoir par exemple un violon qui va avoir plus d'affinité, vous allez avoir un meilleur match qui va être fait avec tel ou tel musicien. D'ailleurs, on va avoir le cas avec Pee-wee, qui est donc une flûte traversière avec qui Shona est en pure symbiose, mais qu'il sera moins avec Alistair par exemple. Donc oui, les instruments ont leur propre volonté, si je puis dire, influencée par l'instrumentiste qui a créé le dit instrument.
plus on avance dans l'histoire, plus on va se retrouver avec des questions et on veut savoir ce qui se passe en coulisses. Parce que non seulement Shona va devoir être va devoir être exécutée pour sa vision, le fait qu'elle veut tuer le roi. Et en fait, on se rend compte vraiment de la portée du destin de tout ça. Parce qu'en effet, on a un personnage qui est introduit plus tard dans l'histoire. Ce personnage va dire que l'un de ses proches est mort parce que l'une des tisseuses a vu le destin du proche de ce personnage, comme quoi il complotait contre le roi. Donc les soldats du roi sont rentrés chez ce personnage quand il était enfant, ont tout dévalisé pour trouver des preuves, et le proche de ce personnage va se faire exécuter pour pas qu'il complote contre le roi. Et en effet, c'est là qu'on se rend compte un peu de ce côté dictatorial de l'univers où on est. Et en effet, comme quoi chacun peut changer son destin, ce que va faire notamment Shona, pour se trouver de ne pas tuer le roi et à comprendre en fait d'autres vérités qui se cachent. Que le conseil, le roi et tout cache à la population. Donc ça, on se trouve avec beaucoup plus de questions, on a beaucoup d'éléments qui nous sont donnés au fur et à mesure que l'enquête de Shona et d'Alistair avance. On se dit, on aimerait bien avoir toutes les réponses, et l'autrice nous dévoile tout à la fin. Alors, pour certains, cette fin pourrait paraître précipitée, rapide, trop rapide. Moi, je trouve pas. Au contraire, je trouve que cette fin, elle est idéale. On a vraiment toutes les infos qu'ils nous ont données, toutes les réponses aux questions qu'on a pu avoir en même temps que Shona et Alistair. Et c'est ce qui nous permet de démarrer le tome 2 sur des bonnes bases, sur des bonnes scènes, surtout quand on sait comment il se termine. Et ça, je trouve que c'est bien, parce que c'est bien amené, on se dit, voilà, on comprend mal le pourquoi du comment, de tout ce qui se tramait en coulisses. Parce qu'au moment, en fait, où Shona était censée se faire exécuter, il y avait apparemment des rebelles qui sont introduits au palais. Et c'était de comprendre pourquoi il y a eu des rebelles, comment ils ont réussi à rentrer au palais. Oui, mais en fait, au fur et à mesure que l'histoire avance, on découvre qu'en fait, c'est plus complexe que ça, qu'il y a d'autres secrets qui se cachent et tout. Et vraiment, le fait qu'elle ait tout bien amené, c'est bien amené tout ça. Et en fait, quand on se rend compte de la dualité, en fait, c'est bien fait. Parce que, comme je disais, vu comment le roman se termine, je pense que l'auteur a suggéré ces deux romans, donc c'est une duologie, dans le sens où ça aurait été trop dur à tisser pour le tome 2. Parce que vu comment ça se passe à la fin, je pense que l'auteur ne pourra pas s'attarder sur d'éventuelles questions laissées en suspens à la fin de ce tome 1. Et donc, ça c'est le mieux. C'est de vraiment, tout ce qui s'est passé dans le tome 1, on lâche dans le tome 1, cette sorte d'enquête, pour démarrer sur une autre type d'aventure dans le tome 2. Donc on verra bien. Donc sachant que j'ai le tome 2, je sens qu'il va être lu en 2026, le tome 2, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, quand, je ne sais pas encore, donc n'hésitez pas à me suivre, etc. sur les réseaux, pour avoir mon avis sur le tome 2 en tout cas. Je veux qu'on parle de Shona et d'Alistair. Alors ces deux-là, leurs destins sont liés, mais par moments, on se demande qui est plus tête de mule que l'autre. Les deux sont très tête de mule par moments, et ce qui fait qu'on se retrouve à avoir une sorte de conflit entre les deux. Et évidemment, ils se disent pas tout aussi. Quand Shona a eu sa vision en croisant le regard d'Alistair, elle a perdu son don de tisseuse. Alistair qui lui presse, est-ce que vous avez d'autres visions, etc. Faudrait voir si vous arrivez à avoir des visions. Elle lui dit pas. Alistair, il a aussi eu ses secrets, dont en effet on sait le plus davantage à la fin. Mais en effet, en fait, va faire confiance à quelqu'un dans cette période de trouble. Donc je pense que c'était ça qui était très compliqué dans leur duo. Mais plus le temps va se passer, plus les deux vont se rapprocher, au point où il y a eu un événement où Shona s'est quittée pour Alistair en disant est-ce que ça va bien se passer et tout pour lui pour la suite. Tous ces différents éléments qui mélangés à une intrigue qui est très palpitante, où tout s'enchaîne, on est vraiment happé par l'histoire, font que j'ai vraiment adoré ce roman. Mais en plus de ça, mais regardez-moi la couverture, dites-moi qu'elle est pas merveilleuse. Voilà, j'adore. Une super histoire. Donc si vous aimez la musique, la magie, allez-y. Voilà, n'hésitez pas à l'emprunter à quelqu'un si vous l'avez. Il est également disponible en numérique pour ceux qui veulent qu'on des liseuse et tout. Parce que souvent en effet le numérique coûte moins cher, mais vous pouvez participer évidemment un petit peu à votre besoin, selon vos besoins. Donc c'était vraiment hyper top. Franchement je le conseille. Et je pense un petit roman, 400 pages, voilà. Mais en tout cas, j'ai adoré et j'ai hâte de lire le tome 2 pour vous en parler également.
Ma chronique sur La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi, édité chez Hachette, est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas à me suivre sur YouTube et mes autres réseaux sociaux pour vous présenter, pour découvrir de nouveaux romans. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.